Messieurs, dames, on va rester sur cette actualité qui fait aujourd'hui polémique en République démocratique du Congo. C'est justement l'affaire Salomon Kalonda et ses ramifications. Vous le savez, aujourd'hui, les perquisitions se sont poursuivies au domicile de M. Salomon Kalonda, où sa mère résidait, la maman de 85 ans. Selon les informations que nous avons recueillies, 85 ans, les perquisitions ont eu lieu de 9h vers 15h. Ils sont partis. Quelques objets ont été emportés selon les informations que nous avons reçues. Mesdames et messieurs, nous allons parler de la procédure. Comment cela se passe depuis le début de cette actualité jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que la loi a-t-elle été violée ou elle est respectée dans son intégralité? Je reçois un avocat, il est professionnel du droit. Mais ici, on ne le reçoit pas comme un avocat, mais comme professionnel du droit. Maître Richard Pinda, qui est un habitué, un partenaire de taille de cette grande chaîne Congo Buzz Télévision. On va le remercier pour sa présence permanente ici chez nous. Maître, nous vous jetons des fleurs pour tout votre soutien à Congo Buzz. Et déjà, il faut... déjà, merci de nous recevoir. Merci à Congo Buzz de nous donner chaque fois que l'occasion se présente, chaque fois que l'actualité requiert une analyse de notre part, de nous donner, de nous faire venir, de nous donner une invitation pour que nous puissions parler des choses qui concernent la République. Et je voudrais marteler, vous dites, l'avocat c'est le professionnel de droit. Et je suis ici en tant que politique, c'est-à-dire que je ne réfléchirai pas en tant qu'avocat, je réfléchirai en tant que politique et toutes les réflexions que je mettrai ici en tant que tel. Parce que par moments les gens confondent beaucoup de choses. Je fais une courte vidéo sur TikTok. Les gens disent, mais quel type d'avocat? Eh bien, avocat, c'est ici. Non, mais rien à voir. Je suis politique. Je comprends que les gens, en manque d'arguments, se mettent dans une situation telle que celui-là. Eh ben, mais on fait avec. On est politique. On est appelé à des critiques. On est appelé à recevoir des félicitations ça et là. Eh ben, on fait avec. On essaie de garder les caps vers les objectifs que nous nous sommes tracés. Voilà. D'accord. Ça ne sera pas un peu comme ce qu'on a vu certains professeurs de droit qui défendaient certaines choses, mais une fois au pouvoir, ils commencent à soutenir les mêmes choses qu'ils critiquaient hier. Vous pouvez rester orthodoxe. Vous savez, en principe, nous voyons ici... Vous savez, je suis même critique avec nous-mêmes, hein, ça vous le savez. Ce n'est pas un secret. Et par moments, les gens me disent... en fait, je devais chercher déjà de maintenant à plaire pour qu'on me donne soit un poste de responsabilité. Je devrais en principe faire du dialélo, ce que je ne fais pas. C'est-à-dire que j'essaie de faire ce qui est rationnel, ce qui est objectif, parce que je me dis... nous sommes appelés à poser les fondamentaux qui permettront à ce que, lorsque nous ne serons plus là, que ceux qui viendront, c'est-à-dire nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, viennent éventuellement nous rejoindre, qu'ensemble nous puissions, qu'ils trouvent qu'un État qui est fondé sur les principes, qu'un État de droit, parce que qui dit un État de droit, c'est-à-dire que la gratuité de l'enseignement devra continuer sans être interrompue, c'est-à-dire la couverture santé universelle, comme ça se fait partout ailleurs. Vous allez vous rendre compte que ceux qui sont à l'extérieur du pays, ils jouissent des effets d'un état de droit. Mais ici, nous devons nous rassurer aussi que tout soit respecté. Je suis politique. Vous êtes politique. Je suis du pouvoir. Vous êtes du pouvoir. Demain, le pouvoir. Mes enfants peuvent être d'un autre camp que moi. Si je ne suis pas là, quel état, ils resteront dans quel type d'état? C'est ça notre combat. Tout à fait. Alors, on va prendre le taureau par les cornes. L'affaire Kalonda, commençons par les dernières nouvelles, les perquisitions. Hier et aujourd'hui, eh bien, il y a des professionnels du droit qui disent qu'il y a violation de la procédure. Nous avons suivi Maître Francis Kalombo, qui a dit aussi que, en tout cas, la procédure a été violée en matière de perquisition. Nous avons suivi Maître Kapiamba, Georges Kapiamba, tout à fait, qui a aussi dit que la procédure a été violée parce que celle-ci devait se faire en présence des concernés, des propriétaires des domiciles. À part lui, il y a aussi le coordonnateur de l'IRDH, l'Institut de recherche des droits de l'homme, Bazel Lumbashi, qui a aussi dit qu'il fallait vraiment que les propriétaires soient là, suivant, au respect de l'article 29 de la Constitution. Il faut le lire. L'article 29 de la Constitution qui dit « Le domicile est inviolable, il ne peut y être effectué de visite ou de perquisition que dans les formes et les conditions prévues par la loi. » Là, vous avez lu les principes,
Mais que dit les conditions ou la forme qui est prévue? C'est là la question. Alors, parce que vous n'allez pas me dire... allons dans votre... Oui, allez-y. Maître Willy Wenga, que nous avons suivi sur une radio de la place, lui a évoqué le Code de procédure pénale, son article 23. Il a dit que la perquisition ne peut se faire qu'en présence des concernés ou des personnes qui sont incriminées, parce que la perquisition a pour mission de rechercher les preuves, et si ces preuves sont trouvées, doivent être présentées, opposées à la personne qui est incriminée. Que répondez-vous par rapport à ça? Exactement. Je voudrais que l'on fasse la part des choses, mais j'aurais souhaité que vous ayez le code pour constater par vous-même que ce que vous dites n'est pas in extenso verbis. En principe, voilà, vous avez évoqué l'article 29. 29 de la Constitution. Voilà, de la Constitution. Oui. La Constitution a posé les principes. Ok. Bah, le principe, c'est que le domicile est inviolable. Et il ne peut être effectué que dans les conditions de la loi. Par la loi. Et vous dites, Maître Willy a évoqué certaines dispositions de la, du Code de procédure pénale. Ok. Mais voilà ce que vous avez omis de dire. Que même si le concerné n'est pas là, les personnes qu'on trouve sur place peuvent être là, mais ils n'ont pas le droit d'interférer sur cette perquisition. Parce que vous n'allez pas me dire, lorsqu'on arrive, même quand on ne trouve personne, on peut perquisitionner. Tout à fait. En l'absence des personnes qui sont poursuivies ou incriminées. Mais on peut le faire en leur absence. Les personnes qu'on trouve, quand on dit mandat de perquisition, c'est-à-dire que c'est un droit. On doit apprendre à faire confiance quand même aux institutions de la République. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait une maman de 85 ans. 85 ans. Oui, la maman de M. Salomon. Et il y vivait seul? Ou on a cité seulement cette maman-là pour, comment dire, jouer à la manipulation une fois de plus? Parce qu'on voudrait dire, mais il y avait une maman de 26 ans, comment vous pouvez faire ça? Ainsi de suite. Non, pas du tout. J'ai vu votre insistance au début, juste à l'entame de cette émission, où vous dites, déjà il y avait une maman de 26 ans. C'est comme si une maman de 26 ans était un 86 ans. C'est comme si une maman de 86 ans était un obstacle à la police de faire son travail. Non, 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 non. Non, non, j'ai vu relever l'état émotionnel dans ça. J'ai dit... Pas du tout. Non. Pas du tout. Entre nous soit dit, la perquisition telle qu'il a été faite, c'était dans le respect de règles de jeu. Mais quand Maître Willy, que je cite ici, Willy Wenga évoque le Code de procédure pénale. J'ai beaucoup de respect pour l'article 23. Il a même cité l'article 23. J'ai beaucoup de respect pour Maître Willy Wenga. Et il n'a pas le monopole du droit. Que ce soit Francis Kalombo, ou même Georges Kapiamba. Ils n'en ont pas le monopole du droit. Pourquoi ils disent la même chose, ils ne sont pas tous ensemble pour la République. Ils sont indépendants. Je sais comment ça se passe. C'est-à-dire? Je sais comment ça se passe. Je ne voudrais pas aller dans les détails. Je sais comment ça se passe. On sait comment certaines ONG fonctionnent. On sait comment est-ce que beaucoup de personnalités, tant professionnelles que... Je sais comment les gens fonctionnent. Alors, voilà comment ça se passe. Oui. Si irrégularité il y a, c'est-à-dire que les preuves seront irrécevables. Vous voyez ça? Par la juridiction. Par la juridiction. Oui. Parce que c'est à eux maintenant de prouver qu'il y a eu entorse à la loi. Parce que vous dites, est-ce que quand ils sont arrivés, ils n'ont trouvé personne? Ils ont trouvé des gens qui y habitaient. Ils ont perquisitionné. Mais ces gens-là sont des témoins pour dire que non. Vous avez dit qu'ils ont apporté un certain nombre d'objets. En fait, l'intérêt, c'est quoi? C'est de rassurer à l'autorité ou rassurer à la partie poursuivie qu'on n'a pas placé des éléments de preuve. Ok? Dès qu'ils sont entrés, ils ont emporté, ils ont trouvé quoi? Est-ce qu'ils avaient avec eux des objets qui pouvaient être remplacés pour donner l'impression qu'il y a eu manipulation de preuves et tout ce que vous voulez? Non, pas du tout. Les gens sont arrivés, ils ont trouvé des gens qui occupaient cette maison-là. Vous n'allez pas me dire que cette maman de 86 ans, il vivait seul. Vous n'allez pas me dire ça. Mais l'IRDH dit qu'il n'avait pas de mandat. Pardon? L'Institut de recherche pour les droits de l'homme. Il dit, je vais vous lire ce qu'ils disent, ce que l'IRDH dit, je vais vous lire. L'Institut de recherche des droits humains est vivement préoccupé par une perquisition entachée d'irrégularités opérée ce jeudi aux résidences de M. Salomon Idi Kalonda Dela, conseiller du leader de l'opposition Moïse Katumbi Chapwe, situé sous les avenues Mouero et Adoula de la commune et ville de Lubumbashi. 17 structures dans un communiqué. Elle dénonce la manière cavalière de procéder qui, selon elle, constitue une entorse à la légalité de la procédure. En effet, de 9h à 15h, une trentaine de militaires armés, dirigés par des officiers de police judiciaire, OPJ,
venu de Kinshasa, était arrivé sous les lieux en l'absence du propriétaire laissé au cachot de Kinshasa et y opérer sans avoir présenté le mandat de perquisition aux serviteurs trouvés sur place. Merci. Pas de mandat, vous dire, selon lui. Non. Bon, selon l'IRDH. Heureusement que vous le dites, que selon lui. OK? Nous avons l'avantage aujourd'hui que les parquets communiquent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'ailleurs, c'est un argument dont si eux sont réellement convaincus. Parce que vous savez, le malheur de la République démocratique du Congo est que lorsque les uns et les autres agissent, ils sont dans la manipulation. Nous avons vu les uns et les autres, on dit qu'on ne pouvait pas l'appréhender telle qu'elle. Mais lorsque vous interrogez la loi vous dit qu'on pouvait mettre la main dessus telle qu'elle. Ils ont dit qu'ils ont été enlevés. Mais dans la pratique, on s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas de l'enlèvement parce que c'est des structures de services bien connues, bien organisées, qui fonctionnent régulièrement, ok, et qui ont agi de la manière dont ils ont agi. Et donc, je pense qu'à un certain niveau, il faut se le dire, hein, parce que certains ont même dit que les manifestations publiques ne pouvaient pas être réprimées. Et pourtant, la répression des manifestations publiques, c'est un instrument qu'a la police, qu'a l'autorité politico-administrative, en vue de, d'une part, rétablir l'ordre public si celui-ci venait à être, comment dire, perturbé, et d'une autre part, le maintien de l'ordre public. Mais lorsque, par exemple, je vous prends, on trace l'itinéraire à prendre, et que vous vous sortez de l'itinéraire à prendre, vous allez sur une autre voie qui était réservée, un autre itinéraire qui était réservé à d'autres manifestants, il constitue là un trouble de l'ordre public. Et donc, ils ont dit, on a réprimé. Mais on a réprimé, la répression est tout à fait légitime et légale dans un État, dans une démocratie. Oui. Alors, je vois votre regard et j'en viens maintenant à ce que vous venez de dire tout à l'heure. D'ailleurs, s'il doit en être ainsi, donc disons que ça aurait été une bourde commise par le parquet, en allant effectuer une perquisition. Est-ce que l'affaire est déjà devant le parquet ou l'affaire est encore devant les renseignements militaires ou devant l'officier, l'OPJ? Mais c'est ça en fait, il faut se le dire. Le parquet, plutôt le service, l'OPJ avec le service de la DEMIAP, ils ont fait une déclaration. Donc, en fait, c'était des conclusions qu'avait effectuées la DEMIAP. La DEMIAP, oui. Et donc, partant de cette réalité-là, c'était une communication qui était-ce, comment dire, le rapport de la phase d'instruction. C'était quoi cette communication? C'était dû à quoi? Oui. Non, attention, il faut faire la part de choses. Parce que nous sommes dans un service qui, en soi, n'a rien à voir directement avec le parquet. Alors, pour protéger la déposition ou l'audition par ces services, il faut qu'il y ait un OPJ. Donc, c'est-à-dire que vous avez un OPJ qui est rattaché au service de renseignement pour donner une forme légale à cette interrogation. OK? Alors, les actes qu'il fait, posés par cet OPJ-là, ce sont des actes qui relèvent à la fois de l'autorité administrative du service de renseignement et à la fois de l'autorité judiciaire. Parce que l'OPJ est rattaché au parquet. En fait, la réalité, c'est que l'OPJ est le représentant du parquet au sein des locaux des services de l'État. Donc on peut considérer que cette communication est une communication de la DEMIAP. De la DEMIAP. Qui n'engage que la DEMIAP. Qui n'engage pas le parquet. Qui n'engage pas le parquet à ces stades-là de la DEMIAP. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, moi je disais, raison pour laquelle je suis revenu déjà dans une sorte de poursuite judiciaire contre M. Salom. Est-ce que c'est déjà une sorte de poursuite? Est-il déjà mis en accusation? Voilà qu'est-ce qui se passe. Nous sommes au niveau des services de renseignement. Oui. Ils sont à la recherche des actes anti-patriotiques et tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça. Mais lorsqu'ils tombent sur ces actes-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des interrogations. Ils préparent les dossiers. Ils prennent les dossiers, ils défèrent devant. C'est la même chose avec l'ANER. Oui. Mais seulement ici, il s'agit des militaires et de l'autre côté, il s'agit des civils. Alors, ils le mettent à la disposition du parquet. C'est au parquet de décider de poursuite ou pas du tout. Jusque-là, le parquet n'est pas saisi. Mais vous avez parlé, c'était la police judiciaire qui est descendue, n'est-ce pas? Tout à fait, l'officier de police judiciaire. Qui sont descendus pour perquisitionner. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Mais c'est le parquet.
Donc l'affaire... On ne vous a pas dit qu'il s'agissait de la DEMIAP. On vous dit que ce sont les agents de la police, en fait les officiers de la police judiciaire qui sont descendus. Ce qui induit directement que l'affaire est déjà saisie. Non, non. Par le Partons parquet. du principe. Partons du principe qu'il y a eu des conclusions venues de la DEMIAP. Et la DEMIAP a agi d'une certaine manière. La DEMIAP a agi conséquemment. C'est-à-dire que cette conclusion-là de la DEMIAP, c'était pour, à mon entendement, c'était la clôture de l'enquête au niveau de la DEMIAP. Et la suite, parce qu'on ne peut pas, à mi-chemin, interrompre pour faire pareil rapport. Je pense qu'ils sont arrivés à des résolutions, à des conclusions. Voilà pourquoi ils défèrent le dossier au parquet. Et les parquets est aussi en droit d'instruire. Est-ce que c'était dans le droit des renseignements militaires de communiquer? Ça va de soi. C'est un service qui a communiqué. Est-ce que, dans la légalité, ont-ils été dans la légalité? Ils ont été dans la légalité. Je vais vous faire remarquer. Vous pouvez le prouver. Oui, je vais vous le prouver. Vous voyez que nous sommes dans... D'ailleurs, moi, je regrette encore que cette loi ne soit pas encore, promulguée et éventuellement en cours de discussion au sein de l'hémicycle. Je pense qu'on doit faire vite. Le droit à l'information. C'est-à-dire que tout citoyen congolais a droit à l'information. Et donc, je disais que le communiqué n'avait rien d'irrégularité. Et donc, il faut pas que les gens... Il faut le prouver. Mais c'est ce que j'ai dit. Mais il faut lire les lois. Il faut lire la loi portant, je pense que c'est la loi de 2012, portant création, 2012 ou 2014, portant création de la DEMIAP. Et c'est clair là-dessus. C'est très clair. Ok. Vous voyez. Monsieur Salomon se plaint de... Monsieur Salomon, c'est pas Monsieur Salomon, sa famille politique Ensemble pour la République se plaint qu'il n'a pas accès à sa famille, encore moins à ses avocats, en violation de la Constitution et des libertés publiques. Vous savez, nous sommes dans une matière spéciale. Il s'agit d'atteinte à la sûreté de l'État. Vous savez, on dit à une situation spéciale des lois spéciales pour résoudre des problèmes spéciaux. Et donc, cette situation telle qu'elle est présentée, telle qu'on est là, vous savez, en matière d'atteinte à la sûreté de l'État, certains droits rattachés aux individus sont suspendus. Je me répète, j'ai dit en matière d'atteinte à la sûreté de l'État, certains droits relatifs à la liberté des individus sont suspendus. Et ici, on le voit partout. C'est dans quel... Vous ne pouvez pas aller... Excusez-moi. C'est quel code c'est quelle réglementation? C'est quelle loi qui le dit? Vous savez, lorsqu'on parle de la liberté ou des libertés fondamentales, telles que le voudrait l'article 30, on dit en fait la liberté de circulation, de mouvement, ainsi de suite. Ça c'est le principe qui est posé. L'exception, c'est ce qui est régi par les lois organiques, les lois ordinaires. Je vous dis qu'il faut lire la loi portant, organisation et fonctionnement de la DEMIAP. Okay? Vous allez voir. La DEMIAP est une structure spécialisée. C'est une structure spécialisée, de la même manière que l'ANER. Et donc là, le fonctionnement de la DEMIAP ne répond pas forcément aux lois telles qu'elles sont établies. Non. La DEMIAP, le fonctionnement de la DEMIAP échappe à certains principes généraux. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Non. Leur comportement est recadré par les lois de la République. En l'occurrence, la loi portant statut de la DEMIAP. Je vais vous prendre à titre illustratif pour que vous compreniez. Ils sont aussi poursuivables, ça il faut se le dire. Je vais vous prendre à titre illustratif. Lorsque vous lisez la Constitution de la République, il est dit par exemple que tout citoyen a le droit de se marier avec la personne de son choix. Ok? Si nous partons de ce principe-là, c'est-à-dire que moi, je peux vous demander un mariage. Ça serait contre-allégem par rapport à nos usages et coutumes. Mais lorsque vous lisez le droit de la famille, le code de la famille, vous comprenez que l'on dit le mariage qui est consacré, c'est entre un homme et une femme. Une femme. Vous voyez ça?
Alors, lorsque Monsieur Tout-le-Monde, le commun des mortels, lut cette disposition-là, il se rend compte qu'on est dans une situation telle qu'il ne sait pas exprimer quoi que ce soit. D'accord. Parlons de la question de l'arme trouvée sur monsieur, supposément trouvée sur monsieur. Pas supposé. Ici, on ne suppose pas. Lorsque le rapport qui est établi de la DEMIAP le rapport doit être confirmé par les officiers, le juge naturel. Non, pour le confirmer. Pas du tout. Le parquet, c'est lui qui... C'est les juges qui attestent cela. Non. Le parquet dit « j'ai trouvé ». Si le juge va attester, ok, le juge ne vient pas pour attester, le juge vient pour trancher. Bien sûr. Si le parquet dit... c'est que le parquet dit, c'est une vérité absolue, que le juge ne peut pas récuser. Laissez-moi vous aider à comprendre, s'il vous plaît. Allez-y. Le juge n'est pas une partie. Les juges viennent trancher les parties. Oui. C'est-à-dire que vous avez d'une part la DEMIAP, et plutôt le parquet militaire, oui. ok, et vous avez d'une autre part la partie civile, la partie poursuivie, ou la partie prévenue si vous voulez bien. Alors, le parquet poursuit Monsieur Salomon. Ok, le juge vient pour trancher. Il dit, qu'est-ce que vous avez comme élément de preuve? L'autre dit, moi je viens pour battre en brèche tout ce qui est apporté comme élément de preuve. Et le juge vient pour trancher. En principe, le juge n'appartient à aucune des parties. Voilà, le juge est neutre. Il est neutre. Bien sûr. Voilà. Donc, ce que le parquet présente, ce sont des faits d'accusation. Les faits d'accusation. Mais on ne suppose pas. Ne confondons pas la supposition de la présomption. Puisque vous avez dit l'arme supposée appartenir. Non. Parce que pour le moment, c'est supposé. Le parquet ne peut pas, excusez-moi, le parquet ne peut pas, excusez-moi. Oui, allez-y. Pourquoi j'ai dit supposé? Parce que vous avez comment dire, une contradiction avec ce que a affirmé M. Matata Pognon. M. Matata Pognon a dit que ce pistolet-là n'appartient pas à M. Salomon, mais appartient à son garde du corps qu'il avait obtenu légalement quand il fut Premier ministre. Ok. Donc à ce niveau-là, on peut dire supposément appartenir à M. Salomon. Parce qu'il y a deux faits, il y a deux versions de faits. Voilà. Je vais aller dans il appartient au juge maintenant de trancher à qui réellement appartient cette arme. À moins que je ne me trompe. Non, on est dans la manipulation de l'opinion, dans le chef de M. Matata Pognon. Pourquoi je le dis? Je pars du principe que les conclusions de messieurs des services de renseignement militaire dit que nous lui avons trouvé avec une arme. Ok. Monsieur Matata Pognon vous dit, il émet une hypothèse pour dire que cette arme dont question, Jéricho, pistolet Jéricho, appartiendrait à un de ces policiers, laquelle arme plutôt j'allais dire, est tombée lors de la manifestation du 20. Du 25. Du 25. Il a dit 25. Il a dit sit-in 25. Le rassemblement militaire a dit 20. Exactement. Contradiction. Le porte-parole de Matata Pognon a dit, porte-parole de LGD, a dit que cette arme est tombée le 20. Déjà au sein, oui, je vous informe, déjà au sein de la structure, au sein d'eux-mêmes, il y a déjà des contradictions. Alors, lorsqu'il dit que l'arme, c'est un pistolet Jéricho, il ne vous donne pas l'identifiant de l'arme. Ça, c'est d'abord un. Il devait vous dire, voilà l'arme telle, numéro de série, couleur telle. Il vous dit arme Jéricho. Et vous prenez cela au comptant. Ok. Au-delà de ça... Ce sont des éléments rapportés aux faits qui sont mis à charge de monsieur... Non, mais je suis en train de vous relever... Tout ça sera présenté devant le juge. Je suis en train de vous relever des incohérences. Les incohérences que moi je présente. Les incohérences... Faits... Non, les faits tels que vous le relatez. Moi, je vous présente maintenant les incohérences dans ce qui avait été fait comme déclaration. Allez-y. Monsieur Matata Pognon fait une conférence de presse pour dénoncer. Ce que devait faire M. Matata Pognon, c'est quoi? Parce que le parquet agit à charge et à décharge. Avec ses avocats, ils auraient écrit à la DEMIAP l'arme dont vous évoquez, numéro de série tel, des couleurs telles, ainsi de suite, tout ça, appartient à mon garde du corps, tel qu'il a perdu tel jour. Ok? À ce moment-là, comment dire, les magistrats qui agit à charge et à décharge
peut le décharger sur cette question-là s'il est prouvé réellement que c'est cette arme-là. Alors, il y a encore un autre élément. Les policiers, même lorsque vous achetez votre propre arme, lorsque vous allez avec au service et que vous le faites enregistrer parce qu'il est obligé d'enregistrer cette arme-là et de prouver réellement que cette arme-là lui appartient. Le policier qui a perdu l'arme. Et le fait est pour ce policier d'avoir perdu cette arme-là constitue une infraction. Mais puisque attendez, devenu... Excusez-moi, j'évolue. On pouvait le lui voler. Même si on le lui vole. Mais on n'a pas dit... Non, ça c'est une hypothèse. Mais Matata Mponyo n'a pas dit qu'il avait été volé. Non, pas du tout. Il a dit qu'il a perdu. Tout à fait. Alors, lorsqu'il perd comme ça, c'est de la négligence dans le chef de ces policiers-là qui doit être poursuivi. Là, vous êtes en train de parler du policier. Non, je suis en train de vous évoquer les incohérences. S'il vous plaît, oui, laissez-moi vous évoquer les incohérences dans ce qui a été dit par monsieur. Allez-y. Monsieur Matata Mponyo dit que l'arme appartenait à mon garde du corps. Vous a-t-il donné les noms de ces gardes du corps-là pour vérifier cette information? Est-ce qu'il est obligé? Il est obligé de le faire. S'il veut réellement la place aider. publique qu'on le fait, vous l'avez dit, il faut qu'il aille au renseignement militaire. Attendez un peu. Ce n'est pas Attendez un peu. Hein? Dites-moi un peu. Oui. S'il devait en être ainsi, pourquoi avoir tenu cette conférence de presse? Mais je ne peux pas répondre à la place de Matata Mponyo quand même. Mais attendez, mais pour faire quoi? Et si c'est moi qui pose des questions? Ça, ce sont des excuses. Je ne peux pas tomber. Lorsqu'on ne sait pas. Ça, c'est intéressant. Je ne peux pas tomber dans votre... Non, mais entre nous, soit dit. Il faut changer de rôle. Non, mais on ne change pas de rôle. On est en train de dialoguer, d'échanger. Alors, lorsque vous dites que M. Matata Mponyo fait ces déclarations, je relève les incohérences. Il vous dit, l'arme appartenait à mon garde du corps, sans savoir qui c'est, sans indiquer qui est ce garde du corps-là. Il devait donner les noms de ce garde du corps-là, comme ça on aurait quand même su réellement, puisque il y a des normes qui existent au sein de la police comme au sein de l'armée. L'armée aurait vérifié l'arme qui appartenait à ces policiers commis à sa garde, ok? Et partant de ça, mais ça aurait été plus simple. Ça aurait été vraiment plus simple. Pourquoi? Parce qu'on aurait considéré que c'était une arme perdue et que cette arme appartenait réellement à monsieur... Alors, quel sera le rôle du juge dans ce cas-ci? Eh devant les deux versions? Non, le juge ne tiendra pas compte de cette version-là si elle n'est pas apportée au parquet. Puisque le parquet agit... Excusez-moi d'abord, je vais y aller. L'accusé... Les parquets agissant à charge et à décharge, ok, doit recevoir par écrit et les éléments de preuve. Le bulletin, comment on appelle ça déjà? Le bulletin que détiendraient, les BI comme on dit, que détiendraient ces policiers-là, qui indique cette arme-là. Et ces bulletins a été, statué par la hiérarchie de la police. J'insiste pour dire ceci, qu'il y a incohérence dans le chef de M. Matata. Il dit qu'il s'agit d'une arme pistolet Jericho, sans toutefois dire à l'opinion, parce qu'il a choisi cette voie-là, quel est le numéro de série de cette arme-là. Ça, c'est le premier élément. En tant que professionnel du droit, je vous pose cette question. Je sais que vous êtes politique. Non, je rajoute le deuxième élément, puis vous allez me poser cette question. Le deuxième élément, c'est qu'il ne dit pas qui est ce garde du corps-là, pour faciliter aussi le travail à la justice. S'il aime réellement M. Salomon Escadela, quoi de plus normal qu'il mette réellement à la disposition de la justice, les éléments à décharge de monsieur Escadela, et le parquet a l'obligation d'agir à charge et à décharge, pourrait éventuellement les relaxer, ok? Si ce n'est que ça. Mais vous allez vous rendre compte, ce qu'il a fait, c'est de la manipulation de l'opposition pour dire qu'il serait poursuivi pour une machination ou un montage qui avait été tout simplement fait par le pouvoir en place. D'accord. Là, nous avons compris votre position là-dessus. Tous les communiqués que lit ensemble sont d'abord envoyés au Rwanda. Exactement. Ça va de soi. Mais ici, rien ne veut dire que c'est nécessairement... Nous sommes dans une tentative de coup d'État. Ça va de soi. Parce que les éléments sont déjà montés. Les éléments, les différentes interventions, d'ailleurs, moi je me disais, je n'avais pas encore compris pourquoi M. Katumbi, lorsqu'on interpelle Salomon Escadela à ses côtés, il quitte directement, il prend son avion, il part. Je vais vous démontrer... Que voulez-vous? Il aurait le refouillé? Non. Mais je pense, oui.
Je pense qu'il a fui, tout simplement, une fuite d'avance, tout ça. Je pense que si M. Katumbi... Je vais prendre une illustration. Un certain samedi, après-midi, vous avez une invitation qui circule. Et cette invitation visait M. Martin Fayoulou. OK? Dimanche, il y a eu beaucoup de bruit. C'était pour mardi, il devait répondre. Vous arrivez lundi, OK? Les gens se sont amassés à Fadenhouse. OK? Monsieur Martin Fayoulou, par l'entremise de ses militants, dit eh ben, je vais aller répondre. Par le cadre de son parti, il dit je vais aller répondre à cette invitation. Lundi, les après-midi, le parquet se prononce pour dire que c'était un fake news. OK? Je mets par hypothèse, si cette invitation était vraie, ce qui voudrait dire qu'il y a eu un rétropédalage. OK? Si cette invitation... De la part du parquet. Oui, de la part du parquet. Si cette invitation était fausse, ce qui voudrait tout simplement dire qu'il y a eu réellement une tentative pour voir comment est-ce que l'opinion allait réagir. En ça, j'ai dit que les politiques, si cette invitation était vraie, les politiques a changé la donne. OK? Et M. Martin Fayoulou n'a jamais été inquiété en quoi que ce soit. Nombreuses fois, d'ailleurs, à un moment donné, lors des différentes manifestations, on a voulu prendre ces lieutenants. M. Martin Fayoulou a dit non. Si vous le prenez avec moi aussi. Vous voyez ça? Je compare le leadership de M. Martin Fayoulou à celui que je respecte, ce leadership-là, à M. Moïse Katumbi. Monsieur Moïse Katumbi, à mon entendement, c'est mon point de vue, c'est lui qui veut m'opposer autre chose, qu'il vienne sur le fond, ok? Monsieur Moïse Katumbi a fait une fuite. Il a fui. Il a fui. Pourquoi? Il dit, je vais au Katanga, je reviendrai en force pour éventuellement exiger la libération de mon lieutenant, monsieur Moïse, plutôt monsieur Salomon Escadela. Monsieur Salomon Kalonda. Il a fui Kinshasa pour Lubumbashi. Je vous dis, à mon entendement, c'est mon opinion, et d'ailleurs au Katanga, semble-t-il qu'il n'est plus. On ne le voit pas. Alors, allez-y comprendre. Pardon? Semble-t-il. Oui, j'ai dit, semble-t-il. C'est pas encore. Parce que j'aurais appris qu'on a même perquisitionné son domicile. Si, son domicile. Le de Moïse Katumbi. Oui. Mais alors, il est où? Il est où? Si on perquisitionne au Katanga où il doit être, il est où? Ça, c'est à moi d'Europe. C'est pas à moi d'Europe. Et donc, vous conviendrez avec moi que c'était une fuite orchestrée par M. Katumbi, et ce qui est tout à fait Vous pensez qu'il raisonnable. Est hors du pays? Pardon? Vous pensez qu'il est hors du pays? Je pense. Pourquoi il fuirait? Parce qu'il serait impliqué. C'est simple. Parce que s'il n'avait rien à se reprocher, vous savez, je n'avais pas vidé vous mes ne savez questions. pas, vous ne savez pas ce que ça représente qu'un monsieur en politique soit détenu ou arrêté innocemment. À qui faites-vous allusion? Non, mais je fais allusion à moi-même. Vous vous rappelez ce que ça a dû apporter un plus parce que j'étais interpellé injustement et que j'ai passé quelques temps en détention. Vous savez ce que ça représentait parce que j'étais innocent. Mais imaginez aujourd'hui M. Katumbi, candidat président de la République, il est arrêté injustement. Et qu'on lui fait un procès public, vous êtes en difficulté de pouvoir démontrer qu'il aurait été complice avec le Rwanda. Vous savez pourquoi ça n'a pas marché avec M. Vital Kamerhe? Il se retrouve devant le cours des tribunaux, il est arrêté et il a été démontré, prouvé qu'il était impliqué dans le détournement. Oui. Condamné au premier degré, au deuxième degré, il va devant la Cour de cassation. La Cour de cassation dit qu'il y a insuffisance de preuves. Et d'ailleurs, ici, vous conviendrez avec moi que la Cour n'a jamais dit que M. Kamerhe était innocent. Là, c'est notre... Non, je vous démontre tout simplement... Juste... Non, j'ai fait un parallélisme pour vous démontrer une chose. C'est-à-dire que si M. Katumbi pouvait se retrouver devant les cours des tribunaux et qu'il démontre qu'il est impliqué ni de loin ni de près à ce qui se passe là-bas, je pense que ça aurait fait de lui un grand homme. Est-ce que M. Katumbi,
au regard des faits, l'évolution des faits, peut être arrêté. Pourquoi pas? Pourquoi il ne serait pas arrêté? Il y a plus de chances qu'il soit arrêté. Je crois. Il a toujours entretenu un flou artistique tout autour de ses relations avec le Rwanda. Il n'a jamais condamné qui que ce soit ou pour quoi que ce soit. Il serait soupçonné d'entretenir de comptoirs, de détenir de comptoirs de coltan et de cuivre au Rwanda, plutôt à Kigali précisément. Et donc, à la lumière de tous ces éléments-là, je pense qu'il y a un travail de fond qui est fait. Et il faille à ce que, si M. Katumbi est innocent ou que M. Monidela... Et d'ailleurs, il faut savoir une chose. Qu'est-ce qui ne vous dit pas que M. Salo... Puisque vous savez que l'enquête n'a pas traîné, hein, au niveau de la DEMIAP. C'est-à-dire, On le prend, quelques temps après, pas moins d'une semaine. Il y a une déclaration, il y a un communiqué de la DEMIAP. Mais qu'est-ce qui ne vous dit pas qu'il est passé aux aveux, par exemple? ça, ce sont des suppositions que vous faites. Mais c'est normal que je mette des suppositions, parce que moi je regarde le temps, il s'agit d'atteinte à la sûreté de l'État. Certes vrai qu'on a commencé à les filer depuis longtemps, mais lorsqu'on le prend, on lui montre, quand on te file, c'est-à-dire qu'on a réuni un certain nombre d'éléments, on lui dit, bah écoute, attendez s'il vous plaît, laissez-moi conclure quand même. On lui dit, bah, nous avons tel élément qui vous incrimine. Et il peut, s'il collabore avec la justice peut être clémente à son égard. Et ce sont des principes de droit en fait. L'arrestation de Moïse Katumbi. Oui, c'est possible, ça peut se faire. Quelles conséquences sociales pouvez-vous imaginer? Conséquences au niveau du pays? La conséquence au niveau du pays, je pense que chaque Congolais se dirait qu'on ne badine pas avec la justice. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Regardez M. Donald Trump avec tout ce qu'il a comme popularité. Mais il a été interpellé, il est devant le cours des tribunaux. M. Sarkozy, mais il est condamné pour 3 ans avec sursis. Et donc, ce sont les modèles des états de droit que nous avons. C'est-à-dire que nul n'est au-dessus de la loi. Alors, je ne pense pas que M. Katumbi ait un régime particulier. Du point de vue de il n'a pas de régime particulier, ça c'est certain. Mais attendez, s'il vous plaît. Monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas un régime particulier. S'il tombe sous le coup de la loi, il doit être poursuivi. Le Premier ministre n'en a pas non plus, le président de l'Assemblée nationale n'en a pas non plus, le président du Sénat n'en a pas non plus. Mais pourquoi vous voulez qu'un opposant ait un régime spécial? Je pose des questions. Mais je réagis à ceux qui pensent que M. Katumbi aurait un régime spécial. Pas du tout. M. Katumbi... Ce qu'on a vu dans le Sud Kivu, après l'arrestation de M. Kamere, n'est presque pas de se reproduire. La force reste à la loi. La force reste à la loi. On a vu un jeune homme se brûler pour demander la libération de M. Kamere. C'était son choix de se brûler. Et je dirais que c'était un choix bête. Parce qu'aujourd'hui, Vital Kamere continue d'être avec le président Tshisekedi. Okay? Et deuxièmement, il a été libéré pour insuffisance de preuve. Je pense que c'était un choix irrationnel de sa part. Le jeune homme qui s'était brûlé. La conséquence au niveau... Je vais vous dire une chose. Oui. Moi que vous voyez ici, je ne donnerai pas ma vie pour Tshisekedi. Je donnerai ma vie pour la République. Puisque Tshisekedi reste dans la logique de la République, je vais avec lui. Tshisekedi passera. Je passerai. Mais dans quel état laisseront cette République? C'est ce qui devait être en principe le focus de tout Congolais. Tout Congolais devrait réfléchir République. Tout Congolais devait réfléchir nation. C'est ainsi que nous arriverons, ou que nous pourrions arriver éventuellement à faire en sorte que les choses évoluent d'une certaine manière. C'est ainsi que nous pourrions arriver à faire en sorte que les choses évoluent d'une certaine manière. Alors, les 4 leaders de l'opposition face au président Tshisekedi, unis ou dispersés? Parlons d'abord dispersés. Dispersés, certainement, le président Tshisekedi a plus de chances. Unis. Comment voyez-vous l'issue? Écoutez, je pense que nous devons faire la part de choses. Unis ou pas du tout, le président Tshisekedi l'emporterait. Parce qu'il est question du bilan du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce bilan qui est décrié par plusieurs. De l'opposition, il faut dire. Mais la société civile aussi. Proche de l'opposition. Parce que vous le savez que nous avons une opposition
plutôt une société civile proche de l'opposition, aussi une société civile proche du pouvoir. Le taux d'échange, indicateur de la santé économique, Ok. il est en chute. Et en chute, ok. Est-ce que vous savez l'État que se porte bien ou mal? C'est par rapport au dollar. C'est le dollar qui domine le monde. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, avec l'Émirat arabe uni, les États qui, la plupart des pays de l'Amérique du Sud se sont retirés du zone dollar, de la zone, on dit de la zone dollar, ok, et que ça cause déjà un problème considérable parce qu'ils sont allés vers les BRICS. Et en partant de là, enfin en approchant le BRICS, le BRICS crée une monnaie commerciale qui ne pourrait être possible qu'entre les États membres et éventuellement d'autres États non alignés, soit qui voudrions, comment dire, effectuer leurs opérations avec cette monnaie-là. Et donc, à ce niveau-là, mais nous qui sommes un État tel que le nôtre, qui économiquement n'est pas suffisamment organisé, je pense que nous ne pouvons que subir. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, les carburants que nous achetons viennent soit de la France, soit du Nigérian, soit les opérations commerciales qui se font, c'est aussi, comment dire, avec le dollar. Mais curieusement, ok, nous ne savons plus, comment dire, acheter, parce que la production même en France connaît des problèmes. Pourquoi? Parce que l'inflation en France, c'est à 1000-2000%. Si nous, la République démocratique du Congo, qui n'avons aucune unité de production, ou presque aucune unité de production, ok, pouvons maintenir, soit d'une part, les prix du carburant, d'une autre part, comment dire, le taux d'échange, essayer un peu de maintenir ces deux-là, mais à plus forte raison, ceux qui en connaissent plus. Et ici, je vous cite les États-Unis même. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant ces temps ici, certains pays alliés des États-Unis d'hier ont suspendu même la vente de leur pétrole ou l'achat de carburant venant des États-Unis. Ça, c'est une réalité qui est connue. C'est-à-dire que la crise économique que nous vivons actuellement est principalement mondiale. D'accord. Et donc, nous, à notre niveau, nous maintenons du mieux que nous pouvons. Et d'ailleurs, il faut suivre les félicitations qui viennent ça et là, soit de la Banque mondiale ou du FMI. Banque mondiale et FMI. Là, nous parlions économie. Restons sur le dossier électoral. Tout ce qui est décrié aujourd'hui. Qu'est-ce qui est décrié? Il faut le citer. Comme ça, je sais vous répondre. La loi sur la répartition des sièges. La répartition des sièges. Qu'est-ce qu'on protège concrètement? Qu'est-ce qu'on conteste? On conteste dans la loi sur la répartition de sièges le fait qu'il y ait cette loi prépare ou assoit. En quoi? En soi, une victoire préparée d'avance pour le président Tshisekedi, dans la mesure où certaines circonscriptions ont plus de sièges que d'autres. Comme quoi, par exemple? On parle de la région du Kasaï. Ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Deuxièmement. Pourquoi? Attendez un peu. Les provinces du Grand Kasaï, certains parmi elles, j'allais dire, ont perdu des sièges. Lorsque vous lisez, excusez-moi, je vais vous prendre cette répartition des sièges. Je vais vous prendre cette répartition des sièges. Vous allez constater que... dit un instant, voilà. Je vais vous faire constater que certains ont perdu. Attendez, ils ont perdu. Voilà. Ils ont perdu. Attention, voilà. On dit répartition des sièges. Voilà. Nous y sommes. Nous prenons le Kasaï. C'est ça. Hein? Si vous avez le même document, vous pourriez vous rendre compte parce que vous savez, ils disent ce qu'ils disent puisque Kasaï central. On parle de 19, non, nombre de sièges, on parle de 19, et pourtant, 19, et pourtant ils avaient 21. C'est-à-dire que 2 sièges de perdus. On vous prend encore, on vous prend Kasaï oriental, oh là là, on vous prend Kasaï oriental,
Kasaï oriental n'a que 14 sièges. Et c'est le nombre de sièges qu'il y avait. Et donc, rien n'a changé à ces niveaux-là. Et donc, prétendre, parce qu'à un moment donné, on nous a dit qu'on avait multiplié les nombres de bureaux de vote, ok, mais la pratique révèle autre chose. Et donc, l'argument présenté par l'opposition ne tient pas. Rappelez-vous, avant que nous n'ayons ces calendriers ici, ils ont crié pour dire que nous préparions les lits du glissement. Et pourtant, ici, lorsqu'on publie le calendrier, ils vous disent, eh ben, ce calendrier est irréaliste. Et jusqu'ici, les calendriers est respecté en des termes ou en prêtant leurs mots, les calendriers est réaliste et réalisé. D'accord. Et donc, je me vois mal qu'ils aient à présenter un argument qui n'est pas fondé. D'accord. En fait, ce qu'ils poursuivent derrière ça, c'est d'organiser des rencontres où on peut parler, évoquer les questions de trucs, comme on dit déjà, des questions de... comment on appelle ça déjà? Ils vont vous dire certainement qu'il faut se retrouver au cours d'un dialogue pour avoir des élections apaisées, tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça. Mais nous pensons que... Et il ne faut pas oublier une chose. L'opposition est minoritaire. Minoritaire. Pourquoi je le dis? Excusez-moi, laissez-moi m'expliquer. Minoritaire dans... ben voilà. Où ça? Déjà, au sein du Parlement, ils n'ont pas la majorité. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, parce que tout se discute, tout se cautionne, tout passe par le Parlement. Et donc, je dirais que au sein du Parlement, ils n'ont pas de majorité. Et dans la rue, vous voyez, lorsqu'ils sortent dans la rue, ben, on a comme l'impression que c'était 10 personnes qui devaient accompagner ou que seuls les membres du parti, des membres des partis, comment dire, de 4 leaders qui sont dans la rue. Donc, allez-y comprendre que je pense... Donc, pour finir, Tshisekedi 2023, vous donnez combien de pourcents? Combien de pourcents? Je ne saurais pas le dire. C'est la population qui va s'exprimer dans les urnes. Vous ne saurez pas... Je ne saurais pas vous le dire, mais je suis convaincu qu'il passera. Je ne sais pas vous dire avec précision qu'il passera avec tel nombre de pourcentages. Un seul tour, il peut dépasser les 50%. Un seul tour, c'est compliqué. C'est possible, peut-être, mais c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il fallu qu'il y ait un deuxième tour. Il peut même aller au-delà de 50%. Mais seulement moi, je souhaite. Élu député, je souhaiterais à ce que l'on devienne aux deux tours. Merci beaucoup, Maître Richard Pinda. Nous vous souhaitons également en tout cas cette élection à la députation nationale parce que merci beaucoup. On ne sait jamais les 21 000, on peut le... Ah non, mais on ne parle pas des 21 000, on parle de la République. Mais écoutez, les 21 000 on pouvait les avoir d'une manière ou d'une autre. Parce que si je pouvais faire les Djalelo, si je pouvais faire comme les autres le font, approcher certains ministres, percevoir XY montant, ainsi de suite, je pouvais arriver à faire ces 21 000 là. Puisque je ne le fais pas et que je pense que c'est la République et que d'une manière ou d'une autre, je serai récompensé par la population. Donc voilà pourquoi nous nous présentons d'ailleurs, nous allons nous présenter comme candidat député national. À l'hôtel, mange à l'hôtel. Mais celui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel, certainement que je serai rémunéré. Qu'est-ce qui ne dit pas qu'une fois arrivé, que je pourrai éventuellement solliciter à ce que le coût soit baissé? Pourquoi pas? D'accord, Maître Pinda. Richard, merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis, d'avoir suivi cet échange. On n'a pas été un peu trop dans les tiraillements. Non, mais en fait, non. Attends, moi, je vais vous dire une chose. On doit mettre fin. Oui, on va mettre fin à ça. Parce que moi, je voudrais souhaiter que nous soyons dans les tiraillements. Ça aurait été encore beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce que je pense que vous êtes appelés à nous pousser, à nous exprimer. Tout à fait. Alors, si vous cessez d'être dans les tiraillements, je pense que ça ne sert à rien. Il faut être dans les tiraillements. Il faut nous pousser au bout. C'est ça votre travail, en fait. Si, on l'a fait, mais de façon élégante. Ah, donc avant, vous ne le faisiez de façon moins élégante. Toujours élégant. C'est pas possible. Portez-vous bien, mesdames et messieurs. À la prochaine. Merci.